Bonjour, voilà donc la vidéo numéro 12. C'est la petite capsule que je mets au début. Euh, Vous vous doutez, si vous avez regardé les précédentes, que je vais parler un petit peu de la question matérielle, si ce n'est que, effectivement, vous allez le voir dans la vidéo, on prend à partie les experts de plateau et le premier d'entre eux. Euh, Celui dont le comportement est, à notre avis, le plus critiquable, parce qu'il débouche sur des campagnes de harcèlement nous concernant. Alors bon, des campagnes d'insultes de temps en temps, ok, c'est une chose, mais là, c'est autre chose. C'est autre chose. Je reçois des menaces de mort, des photos avec des nœuds coulants, euh, il y a des appels à la délation, etc. Donc, ça devient assez désagréable. Cela étant, hein, c'est pas ça qui va nous faire changer d'opinion. Hein. Ça déshonore ceux qui, je dirais, ceux qui le font évidemment, mais il y a un maximum d'imbéciles là-dedans. Mais en général, ce sont les groupies, hein, ce sont les fans de ces experts de plateau et surtout le premier d'entre eux, parce qu'on les voit sur ces fils Twitter, hein, et on les voit ensuite venir chez nous. Bon, tout ça, c'est comment dire, quelque chose de désagréable, mais ça ne nous empêchera pas de faire justement, compte tenu des discours que ces gens-là mettent en œuvre, de faire notre travail et d'essayer en tout cas de notre travail de réinformation. Donc, c'est la raison pour laquelle la question matérielle est une question assez importante parce que nos vidéos, je l'ai dit, ne sont pas extrêmement sophistiquées pour l'instant. Hein. J'ai un préalable qui sera celui de l'installation de la fibre. C'est pour finalement, j'espère, dans pas trop longtemps. Et là, ça permettra de passer au montage, ça permettra de faire circuler les vidéos pour en faire des objets plus agréables, plus convaincants à regarder. Et donc voilà, c'est le petit compte Tipeee. Donc vous avez la description sous la vidéo. Et non, donc vous avez l'adresse Internet dans la description sous la vidéo. Il va falloir que je m'habitue à tout ça. Hein. Donc, et j'insiste, je répète que tout cela ne sera utilisé que pour l'amélioration technique. Et j'en profite une fois de plus pour remercier ceux qui ont déjà mis au pot, ceux qui se sont manifestés, hein, et je m'efforce de répondre. Mais en tout cas, sachez que c'est au-delà du fait que ça va être précieux au plan matériel, mais c'est également précieux moralement parce que le fait de se sentir soutenu comme ça, c'est un plus. Voilà. Eh ben, écoutez, bonne vidéo. Bonjour, bonjour à tous ces amis qui nous suivent, qui, me dit-on, attendent parfois avec impatience nos interventions hebdomadaires. On essaye de garder le rythme. On va peut-être l'augmenter d'ailleurs, ce rythme, parce que j'ai des invités que je voudrais interroger sur le système politique russe. Hein. On dit beaucoup que c'est une autocratie. Ben, le mieux, ce serait un petit peu de s'informer pour savoir comment ça fonctionne. Il y a également le livre de Sylvain qui vient de sortir. Hein, je crois que je viole un secret, mais il reçoit aujourd'hui ses exemplaires personnels. Hein, je compte sur lui pour un envoi signé. Je suis assez fétichiste, moi, en ce qui concerne les bouquins. Hein, donc, j'aime beaucoup ça. Je l'ai déjà lu, puisque je lui ai donné un petit coup de main sur la correction des épreuves. Hein, donc, on fera une vidéo spéciale. Là, on va parler, bien évidemment, d'actualité, parce qu'elle est importante, elle est lourde, cette actualité. Alors, on va aborder plusieurs sujets, mais je voudrais qu'on commence par celui de ces experts de plateau qui nourrissent une propagande assez étonnante qui aboutit à ce que des gens de bonne foi pensent que le réel n'est pas celui qu'il est en réalité. Hein. La vérité de situation n'est pas celle-là. Je faisais une émission de radio la semaine dernière et c'était vendredi.
hein, avant le sabotage du pont de Kerch, avant les raids du lundi matin, du lundi toute la journée d'ailleurs, des Russes sur l'Ukraine, et il disait que son coup de cœur, c'était l'effondrement de l'armée russe, à quoi j'ai répondu, bon, est-ce que l'armée russe s'effondre comme l'économie russe? Il a dit oui, oui, les deux s'effondrent, contre l'évidence. Alors, militaire, je comprends ce soit difficile de savoir exactement ce qui se passe, hein, mais concernant l'économie, là, il y a pas photo, hein, puisque toute la presse occidentale reconnaît que l'économie russe ne se porte pas si mal. Alors, ces experts de plateau, ce sont ces militaires dévoyés. J'utilise ce terme à dessein, ces militaires dévoyés qui viennent et qui racontent n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, on ne va pas parler de tous, hein, on ne va pas parler de l'ineffable Servant, on ne va pas parler de l'employé scrupuleux de l'OTAN, Yakovlev, mais on va parler de Michel Goya. Alors moi, je sais que sur les réseaux, dans certaines vidéos, on parle des gamelins pour caractériser ces militaires qui interviennent et qui mentent. Moi, j'aime pas ce terme gamelin, parce que gamelin, il était nul, il est à l'origine de la défaite française de 40, mais il était patriote. Il n'a jamais fait contre son pays. Or, les gens dont nous parlons, et M. Goya en particulier, eh ben, ils travaillent pour d'autres intérêts que ceux de leur pays. Alors, il a une trajectoire qui est un petit peu sinueuse, hein, puisqu'il a soutenu, accompagné la candidature de Mélenchon en 2017, hein, et depuis, il a pris son grand virage. Alors, j'ai un certain nombre d'amis qui appartiennent à ce petit monde de l'historiographie militaire qui m'ont dit qu'il datait son grand virage de 10 jours après le début de l'offensive russe et de l'invasion de l'Ukraine. Aujourd'hui, effectivement, il a ses rondes serviettes sur ces plateaux et il dit n'importe quoi. Alors bon, c'est devenu un jeu sur les réseaux de faire des captures d'écran pour voir à quel point il a pu se tromper. Alors, moi, concernant ce qui vient de se produire, et je passerai la parole à Sylvain là-dessus, j'ai été quand même frappé d'une chose. J'ai été frappé d'une chose, c'est que dimanche, se sont produits deux événements qui m'apparaissaient significatifs. Pour un gaulliste qu'il se prétend, ce qui est une imbécilité, quand on est à ce point, je veux dire, au service des intérêts américains, se prétendre gaulliste, ça n'est pas possible. C'est que ce dimanche, il y a eu deux événements. Il y a eu un premier événement qui a été la publication d'une vidéo, hein, par un dirigeant du groupe Azov, hein, Maxime Jorin, hein, d'exécution de civils accusés d'être pro-russes. Abominable, la vidéo. Abominable. Silence de mort de tous les experts de plateau et silence de mort de M. Goya. Une deuxième occurrence, c'était que le chef d'état-major Zaluzny, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, a publié une photo de lui où on le voit, et il faut faire attention des photos qu'on publie, hein, afficher des colifichets purement et simplement nazis. Hein. Donc ça ne gêne pas, Monsieur Goya, ça ne gêne pas. Et en ce qui concerne le lendemain, quand il y a eu c'était très intéressant, en ce qui concerne le lendemain, quand il y a eu l'attaque russe sur l'Ukraine, l'attaque aérienne, hein, eh bien, on a eu un silence, hein, total pendant toute la journée, c'est-à-dire que ces experts de plateau, Michel Goya en tête, attendaient les éléments de langage que le maître devait fournir. Ça n'a pas raté. À la fin de la journée, ces militaires qui n'ont vu aucun inconvénient à des exécutions purement nazies en Ukraine, au fait que le chef d'état-major porte des colifichets nazis, hein, ont comparé l'attaque russe à la vengeance des V1 et des V2 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Encore bravo. Et puis, autre information qu'on a apprise, c'est que Michel Goya était tout content. Il relaie ça dès qu'il fait un article dans l'IB, dans l'Obs ou Le Monde, c'est-à-dire la presse atlantiste. Il le republie tout de suite. Et là, il va faire une conférence à l'Institut Aspen, l'Institut américain. Alors là, c'est très clair. Il va faire son rapport, hein, aux gens qu'il sert. Il va faire son rapport. L'Institut Aspen est un think tank américain
qui est un des pires en ce qui concerne, je veux dire, la tendance néocon. Madeleine Albright, aujourd'hui décédée, qui est une criminelle de guerre notoire, en était une des dirigeantes, et aujourd'hui c'est Condoleezza Rice, c'est comme ça que ça se prononce, qui a participé à l'agression de l'Ukraine, également criminelle de guerre, qui le dirige aujourd'hui. Bon, donc voilà, tout ça est effectivement Petite précision, oui. petite précision d'actualité, c'est aussi l'Institut qui a formé Madame Meloni, le young leader italien qui vient de prendre la présidence du Conseil en Italie, ne l'oublions pas non plus. Oui, mais parce que c'est le problème. Je vais te passer la parole concernant ce qui se passe sur les réseaux, sur l'utilisation d'un certain nombre de trolls, que moi je qualifie de nervis, et du rôle qu'ils jouent. En corrélation, je dis corrélation, je dis pas qu'ils sont mandatés, corrélation avec l'emblème des experts militaires de plateau qui racontent n'importe quoi. Bah, disons qu'aujourd'hui, on a atteint une situation absolument folle, c'est-à-dire qu'on voit des gens venir sous toute publication. Alors au départ, c'était des remises en cause de nos capacités à parler, le fameux d'où nous parlons, hein, qui nous est si cher. Et puis ensuite, ça a été les injures. Alors bien évidemment, on l'évoquait cet été, on était des membres du parti poutinien français, hein, le PPF, par analogie avec le parti de Doriot. Et puis maintenant, on est passé à un autre stade qui, lui, est beaucoup plus grave, puisque là, il s'agit de nous menacer de mort, de nous menacer, on l'a appris cette nuit par rebond d'informations, d'éventuellement, on préconise notre enlèvement, ni plus ni moins, pour être transféré à Kiev, j'imagine, dans les caves du SBU pour y être soit exécuté, soit torturé. Je ne sais pas à quel sein Ou remis à Maxime Jorine, le monsieur qui Oui, fait ses peut-être. exactions sans que ça les gêne. Voilà, c'est ça. Donc, on est dans une situation qui dépasse l'entendement, et puis ces choses se déroulent dans les fils de discussion, hein, sous les tweets, etc. Et on voit donc se dessiner. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette augmentation et ce changement qualitatif grave s'opérer au moment où, comme par hasard, les choses sur le terrain évoluent à la faveur, semble-t-il, au départ des armes ukrainiennes, et puis d'un seul coup, il y a cette coupure et donc ce nouveau stade qui est franchi depuis lundi matin. Donc c'est assez inquiétant, et puis surtout on voit que les personnes sous lesquelles se déroulent ces conversations, ces menaces, et notamment le colonel Goya, ne font absolument rien pour y couper court, hein, pour bannir les utilisateurs qui tiendraient ce genre de propos. Hein, nous avons eu l'occasion de dire à certaines reprises et de commenter certaines publications de Michel Goya en lui disant que nous n'étions pas d'accord avec lui, mais nous ne nous sommes jamais permis ni de le menacer, ni de ce genre de choses, ni d'autres d'ailleurs. Hein. Il faut rappeler les faits. Et là, on s'étonne que tout ça se déroule de même, hein, sans qu'il y ait de censure des 10 réseaux qui d'habitude sont là à essayer de traquer toute forme d'insulte, toute forme de menace. On se rend compte qu'il y a bien deux poids, deux mesures en fonction de ce qu'on peut avoir comme propos et comme position sur l'Ukraine, comme sur d'autres sujets d'ailleurs. Voilà, donc c'est assez Alors inquiétant qu'on en soit arrivé là. le problème, Sylvain, c'est que effectivement, il y a une accusation. Dès qu'on essaye de venir vers le réel, on est poutinolâtre. C'est la C'est ça. propagande de Poutine. Ça, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que il y a tout un narratif, tout un récit qui n'embraye pas sur le réel, et la presse anglo-saxonne en fait état Bien de sûr. ces Ah oui, contradictions, oui, parce que oui, oui. la France est le pire pays. Mais le problème, justement, et c'est pour ça que je citais la conférence à l'Institut Aspen, c'est que la France est dans une situation particulière quand même. La plupart de ses dirigeants politiques actuels, dont le premier d'entre eux, monsieur Emmanuel Macron, et d'autres, sont des anciens du système américain des Young Leaders. Oui. C'est-à-dire qu'on a dit, oui, il y a des partis qui ont eu des liens financiers avec la Russie, c'est possible. Moi, je serais pour une commission d'enquête, mais surtout, les interventions, toutes les interventions financières. Et dans ce domaine, les États-Unis sont extraordinairement présents. Ils financent des actions dans les banlieues, etc. Ils surveillent, ça a été établi, ça bon sang de bonsoir, ils surveillent nos dirigeants grâce à des systèmes assez sophistiqués, etc. Ils surveillent leurs appels, ils surveillent leur comportement. Donc aujourd'hui, et lorsqu'on voit
l'Union européenne et la France en particulier se soumettre à toute la stratégie américaine, parce que la stratégie américaine, c'est le coup d'État de 2014, c'est une stratégie vis-à-vis de la Russie, c'est l'affaire des États-Unis, ça, et nous, on suit. Moi, je considère qu'on est un pays, de ce point de vue-là, en partie occupé. Oui, oui, en partie Oui, oui. occupé par le système américain. Et on se fait dès lors qu'on essaye de venir au réel, on se fait naturellement insulter et traiter de collabo. Alors sur les menaces, effectivement, de temps en temps, je reçois des photos avec des nœuds coulants, je reçois des messages extrêmement clairs disant que je finirais une balle dans la tête, etc., etc. Donc oui, ça, ok, c'est la vie, c'est la tension qui existe aujourd'hui dans notre pays. Mais ce que je voudrais dire, c'est que me faire traiter de collabo, c'est une singulière inversion accusatoire. Moi, je ne vais pas faire de conférence. Je ne vais pas faire de conférence dans les instituts russes. Je ne vais pas demander une reconnaissance de ce côté. Je ne risque pas d'être publié par une presse délibérément atlantiste. Je publie dans la presse. Je fais des émissions, mais le collabo, je pense que si vous voulez, la définition, c'est bien celle-là. C'est-à-dire que non seulement je mets une parole et une compétence qu'on m'attribue au service d'intérêts qui ne sont pas ceux de mon pays, ça c'est mon opinion et c'est ma liberté d'expression de le dire, mais en plus on en fait plus, c'est-à-dire qu'on en fait beaucoup plus que ce maître demande. Et ça, je suis désolé, ça suffit maintenant. Enfin, ça suffit. Ça suffit de ne pas le dire, de ne pas le dénoncer. Après, ils font ce qu'ils Oui. veulent. Après, ils font ce Et qu'ils puis veulent. ensuite, À la fin de la foire, on comptera les bouses. oui, et puis il y a aussi quelque chose qui commence à poser un énorme problème parce que on voit bien que tous ces gens-là se posent non pas dans un rapport au réel, au sens où on viendrait avoir un débat qui serait d'ailleurs extrêmement intéressant sur les nécessités de réflexion militaire dont je parle depuis le début de nos interventions. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des vrais échanges constructifs comme les Américains peuvent en avoir, qu'on voit qu'ils sont donc placés sur la morale et sur une morale qui est, comme d'habitude, à deux vitesses. C'est-à-dire que Ah, bien n'oublions sûr. pas que depuis 15 jours, en Arménie se déroule encore une fois une agression par un État contre des populations qui sont des populations qui vénèrent la France. Il faut le rappeler, qui aiment la France profondément et qui croient en sa parole, malheureusement pour elle. Il faut le dire, depuis 100 ans, depuis plus de 100 ans, et qui ne sont absolument pas médiatisés par ces mêmes experts. Nous avons eu droit à des exécutions sommaires de prisonniers arméniens par l'armée azérie. Ça n'a pas fait bouger d'une oreille tous ces experts de plateau, si prompts à nous dire que l'armée russe, pour reprendre les termes de M. Goya, est une armée de salauds. Voilà, donc la morale à deux vitesses, les indignations à deux vitesses en fonction justement de ce que le maître demande de faire. N'oublions pas que l'Azerbaïdjan est devenu un de nos alliés énergétiques suite aux désastreuses sanctions qui ont été prises par l'Union européenne, que Mme von der Leyen se targue d'être amie avec le président Aliyev et que ces gens-là sont des exécuteurs de bases œuvres du peuple arménien, qui est un peuple ami de la France et dont nous avons une grande communauté dans notre pays qui s'est toujours comportée avec dignité et avec amour de la France. Voilà ce qu'il faut aussi rappeler quant à la posture morale de ces gens qui nous donnent des leçons. Alors, justement, ce système des doubles standards, ben, il a des conséquences juridiques parce que, effectivement, on parle beaucoup, on entend beaucoup parler de crimes de guerre. L'offensive russe, l'offensive aérienne a été qualifiée de crime de guerre en fonction des cibles qui étaient choisies. Donc, il y a des débats. Alors, existe-t-il un droit de la guerre? J'ai un désaccord avec mon ami Sylvain là-dessus. Moi, je pense qu'il existe un droit de la guerre. Le problème, c'est que ce droit de la guerre, il n'a pas d'effectivité, c'est-à-dire que pour que le droit soit effectif, et on puisse considérer que c'est un droit de plein exercice, il faut que les règles soient définies, et il faut ensuite qu'elles soient sanctionnées si elles sont violées. Bon, donc là, aujourd'hui, on peut dire malheureusement, il n'existe pas d'instance particulière, il n'existe pas, quoi qu'il y ait eu des tentatives avec la Cour pénale internationale, etc., qui fait qu'on puisse sanctionner les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité ou les crimes de génocide, parce qu'il y a des conventions spéciales sur le génocide, dès lors qu'elles sont effectuées. Et je dirais que, effectivement,
les grands États et la Russie, bien évidemment aussi, mais les États-Unis en sont aussi responsables. Je rappelle quand même que quand la Cour pénale internationale a été créée, hein, les États-Unis ont pris un décret en disant si jamais un Américain se retrouve, et Dieu sait si des crimes de guerre il y en a eu, puisqu'ils ont été dénoncés par M. Assange, et la seule personne actuellement en détention pour cette histoire de crime de guerre, c'est M. Assange, pour les avoir dénoncés. Et les États-Unis ont dit si un seul de nos ressortissants est attrait devant cette Cour pénale internationale et est en détention, on viendra le chercher avec l'armée, tout simplement, hein, ce qui en dit long sur effectivement le problème du double standard. Alors, malheureusement, mais c'est souvent le cas maintenant, hein, on va se servir du droit à des fins politiques. On va dire, ils ont fait ci, est-ce qu'on va pouvoir juger Poutine, etc., en oubliant qu'il faudrait qu'on commence par juger George Bush, et pas seulement lui. Hein. Donc, tout ça est un petit peu une farce. Hein, et personnellement, je le déplore parce que je crois que on pourrait considérer construire un droit de la guerre. Ben, les conventions de Genève, par exemple, hein, c'est du droit de la guerre et elles sont en général à peu près respectées, sauf par l'Azerbaïdjan, puisque là on a un très bel exemple. Hein, donc du respect par ce grand ami de Madame von der Leyen. Bon, donc ça c'était pour la question juridique. J'ajoute une toute petite chose parce que j'ai vu que Caroline Fourest avait mis un tweet en disant la Russie de plus en plus isolée en mettant en exergue le bilan du vote à l'Assemblée générale de l'ONU sur l'annexion russe. Je l'ai dit, hein, c'est une annexion. Et je la pense contraire au droit international, hein, sous réserve effectivement de mettre en place les processus permettant de l'établir. Alors, le problème quand on regarde ce vote, c'est effectivement, je fais deux observations. D'abord, qui s'est abstenu? Presque la moitié de l'humanité en termes de population. Bon, très bien, très isolé. Hein, mais ensuite, le vote, si mes informations sont bonnes, n'a pas été un vote secret. C'est-à-dire que ça a été un vote public, hein, ce qui est une règle fondamentale, le vote secret. C'est pour pas qu'il puisse y avoir des pressions, c'est pour pas qu'on appréhende de subir des sanctions, etc. Et bien évidemment, hein, énormément de pays qui ne sont pas spécialement amis des Américains, hein, ont voté cette condamnation, qui, je veux dire, c'est un chiffon de papier, hein, soyons clairs, cette condamnation, et je peux le déplorer, hein, que ce soit un chiffon de papier, parce que moi je suis un juriste et j'aimerais bien que le droit trouve son effectivité. Toujours est-il que la plupart, non, pas la plupart, mais beaucoup des pays qui ont voté cette condamnation l'ont fait pour ne pas encourir les foudres des États-Unis. Parce que dans ce domaine, ça vient vite. Hein, lorsque l'Arabie saoudite s'est mis d'accord avec la Russie pour diminuer la production de l'OPEP de 2 millions de barils par jour au mois de novembre, les États-Unis ont immédiatement introduit des textes au Parlement pour dire que finalement l'OPEP était un cartel, à l'égal des cartels de drogue mexicains, hein, et qu'il fallait les combattre comme tels. Bravo, merci, hein, c'est effectivement très intéressant. Voilà, alors, Sylvain, on a été un peu long, moi j'ai mon coup de colère concernant l'application du double standard et puis cette soumission d'un certain nombre de gens que je pensais respectable aux intérêts américains, et ça devient difficilement supportable dans une période aussi tendue que celle-là. Bon, alors, je me tourne à nouveau vers Sylvain. Alors, Sylvain, l'effondrement de l'armée russe, c'est pour quand? Ah, attends, pardon, il y a une coupure. Ah, il y a une petite coupure. Oui, l'effondrement de l'armée russe, c'est pour quand? Alors, l'effondrement de l'armée russe n'est pas pour hier, ni pour aujourd'hui, ni je pense pour demain. Hein. On a encore une nouvelle démonstration qu'il faut prendre les choses avec énormément de recul et puis aussi beaucoup de modestie. Bon, moi personnellement, je n'ai jamais cru à ces propos qui étaient complètement fantaisistes. Hein. C'est pas tenable de dire ça d'un pays qui n'avait pour le moment mobilisé que au maximum 160 000 hommes pour mener une opération spéciale.
Donc là, on a vu un déroulé très simple. Hein. Samedi matin, la semaine dernière, l'attaque terroriste sur le pont de Crimée, hein, le pont de Kertch. Alors on dit terroriste parce que ce sont les méthodes qui sont utilisées. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les analystes, même de l'OTAN et ukrainiens, qui disent que c'est un acte de guerre. Hein. Chacun se bat avec les moyens qui sont à sa disposition. Donc là-dessus, il faut être très clair. C'est pas du terrorisme comme on peut l'entendre d'habitude. Hein. C'est pas le Bataclan. Ce sont les moyens qui sont à la disposition de l'Ukraine. Et là, c'est pas moi qui vais venir les pointer du doigt sur le fait qu'ils utilisent ce qu'ils ont à leur portée quand les autres vont faire la même chose avec leurs propres moyens. Surtout Ça, qu'ils c'était considèrent que c'est sur leur territoire. voilà, en plus, donc du terrorisme interétatique, c'est possible. Intra-étatique, là, ça pose encore une autre question de droit, hein, qu'on va pas régler aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a eu cette attaque, dont moi je ne retiens donc pas le qualificatif de terroriste. On a appris hier que vraisemblablement les Britanniques avaient fourni une aide de planification, hein, non pas d'exécution, mais de planification. Ça reste à prouver, bien évidemment, dans les mois qui viendront. Hein, ce qui me paraît pas étonnant en soi, puisque les services britanniques et les forces spéciales britanniques forment depuis très longtemps les forces spéciales ukrainiennes, donc ça se tient, hein, une fois encore, et là encore, la légitimité de tout ça n'est pas à remettre en question. Et par contre, sous 48 heures, hein, comme je l'avais écrit le samedi matin même, on a eu la réaction russe contre les infrastructures énergétiques, ferroviaires et militaires de l'Ukraine, hein, c'est-à-dire que tout ce qui n'avait pas été fait de manière enfin, de très grande ampleur au moment du début de l'opération spéciale, puisque les Russes étaient venus avec l'idée de régler le problème en une dizaine de jours maximum, en contraignant, je le rappelle, les Ukrainiens à venir à la table des négociations. Hein. Je n'ai pas dit abattre l'armée ukrainienne en 10 jours, soyons clairs, je le rappelle, hein, je l'avais déjà dit au mois de juillet. Euh, ils avaient utilisé certes des frappes, mais pas de cette ampleur et pas avec cet objectif qui est le leur aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de mettre l'Ukraine dans le noir intégralement, hein, sur le plan énergétique. Hein, c'est de couper tous les approvisionnements électriques ou presque du pays, en faisant attention de ne pas créer d'incidents dans les 3 centrales nucléaires majeures qui restent sous le contrôle de l'Ukraine aujourd'hui. Hein, et en même temps de priver donc tout transit ferroviaire depuis l'extérieur de la Pologne, et notamment depuis de l'Ukraine et depuis la Pologne, pardon, et vers le front, hein, puisque ça c'est l'autre phase du plan, c'est que les renforts, les munitions, l'évacuation des blessés dans l'autre sens ne puissent plus avoir lieu par le rail, qui reste, c'est très intéressant aussi d'un point de vue de l'histoire militaire, qui reste en ce début de 21e siècle un instrument majeur pour mener une guerre à l'échelle d'un pays comme l'Ukraine, il ne faut pas l'oublier. Et puis depuis 2 jours, on constate qu'en plus de ces cibles-là, les Russes s'en prennent énormément à tout ce qui est casernement, tout ce qui est concentration de troupes, dépôts de munitions, dépôts de carburant de l'armée ukrainienne, pour être sûr d'en anéantir toute la logistique, pour finalement stopper par des biais indirects les moyens de poursuivre les offensives que les Ukrainiens étaient en train de mettre en place ou poursuivaient sur les 3 grands secteurs du front. Hein, je rappelle la région de Kupiansk, la région de Zaporozhye-Melitopol et puis la région de Kherson, hein, puisque dans ces 3 cas, on n'a plus vu d'action d'envergure depuis le début de la semaine. Alors, l'offensive, donc, des caractéristiques de cette offensive, tu viens de les décrire sur les objectifs, mais je reviens sur ce que j'ai entendu concernant l'utilisation de munitions, par exemple les fameux drones suicides iraniens qui, paraît-il, ont abattu hier, mais peut-être par hasard un avion Un MiG-29 ukrainien, oui. ukrainien. Donc voilà, bon, on nous avait dit que les Russes, ça a été dit très vite, et puis on ne va pas revenir hein, sur nos amis Oui. à qui on a un petit peu fait la fête au début de cette vidéo. Ils n'ont plus de munitions, c'est terrible, etc. Bon, ils ont quand même montré qu'ils en avaient encore quelques-unes des munitions. Oui, oui. Alors là, on a 2 choses. Premièrement, ils ont toujours, donc, semble-t-il, des calibres, hein, puisque la flotte de la mer Noire a tiré une partie des missiles qui ont été
employés tout au long de la semaine. Donc ça, c'était une première chose. L'autre chose, c'est qu'ils semblent avoir utilisé beaucoup de missiles aéroportés, hein, qui sont largués par des avions à haute altitude, hein, les KH-101, qui vraisemblablement n'avaient pas été beaucoup utilisés, voire pas du tout utilisés au début du conflit. Donc là, qu'ils aient un stock de munitions important ne doit surprendre personne. Ce qui est juste dommage, c'est que personne n'avait pensé que ces missiles étaient bien stockés, hein, et qui pouvaient être utilisés à n'importe quel moment. Et puis la grande nouveauté, mais ça avait commencé dans les semaines précédentes pour freiner les offensives ukrainiennes en frappant des cibles sur l'arrière-front immédiat, c'est l'arrivée des fameux drones iraniens Shahed 136, hein, qui là arrivent par paquet, souvent sur les cibles, pour éviter, pour permettre, grâce à la saturation, d'éviter que les défenses antiaériennes ukrainiennes puissent les stopper. Et donc hier, effectivement, on a eu un incident assez singulier. Alors, là encore, hein, nous, on est sur une parole qui essaye d'être dans la vérité et pas dans ce qu'on pourrait assimiler à de la propagande. Les avions ukrainiens ont décollé, hein, 2 MiG-29 sont rentrés en action, semble-t-il, hier. L'un d'entre eux a réussi à abattre un drone iranien. Le problème, c'est que l'explosion du drone a probablement frappé la turbine de l'avion et que ça a provoqué sa perte, hein. Donc là, c'est par rebond d'accident, hein. J'entends et je lis trop souvent depuis hier qu'un drone volontairement a abattu un avion un avion ukrainien. Non, là, faut pas non plus, faut pas fantasmer, hein. Faut raison garder. On a, semble-t-il, les images, hein, et on voit la destruction du drone, mais dans l'explosion, les débris ont trop endommagé le MiG-29. On n'a pas de nouvelles de savoir si le pilote a eu le temps de s'éjecter et s'il est vivant ou pas. Mais en tout cas, voilà vraisemblablement comment ça s'est joué, hein. Donc, on a constaté aussi au début de la semaine que face à cette ruée de missiles, les défenses aériennes ukrainiennes n'étaient pas suffisamment denses, suffisamment modernes aussi pour pouvoir arrêter cette attaque, hein. On a eu cette image absolument phénoménale du correspondant de la BBC qui est en train de faire son point presse quotidien. Moi, je suis souvent ce genre d'émission quand je me lève tôt le matin et d'un seul coup, alors qu'il est en plein direct à Kiev, on entend derrière lui l'arrivée des missiles russes qui ont donc réussi à franchir toutes les défenses, et surtout, il n'y a pas eu d'alerte aérienne préalable, hein. C'est ça le plus problématique. Ça veut dire qu'au niveau des interceptions radar ou ce genre de choses, il y a eu une faille dans le système ukrainien, ce qui explique donc pourquoi, dès le soir même, les Américains disent on va essayer de voir comment on peut avancer tel ou tel matériel à l'Ukraine pour qu'elle puisse rendre son parapluie plus perméable, hein, plus imperméable, pardon. Donc voilà, la France aussi a décidé de renvoyer éventuellement des systèmes antiaériens. L'Allemagne l'a fait. Une fois encore, il faut raison garder. Ça va être comme avec les HIMARS et les Césars. Combien d'unités vont être envoyées et déployées et dans quel délai? C'est ça le plus important, hein, parce que l'effet, certains parlent de Wunderwaffen pour les missiles russes. Je pense que c'est plutôt l'effet inverse pour les Ukrainiens qui ont des armes de très haute technologie très récentes des pays de l'OTAN, mais en nombre très insuffisant pour le moment. Voilà. Ah, puis alors là, concernant le dôme de fer qu'il faudrait installer sur l'Ukraine, c'est le temps que ça pourrait prendre. Il faut former des personnels, c'est technologiquement très difficile. Alors bon, j'ai entendu dire aussi que le réseau Starlink mis à la disposition de l'Ukraine par Elon Musk aurait été en partie aveuglé. Oui, il semblerait qu'il ait été en partie aveuglé, en tout cas sur les zones de front avec l'armée russe, hein. Donc là, c'est un gros problème pour les Ukrainiens parce que si leur logistique a été frappée très durement par les attaques de missiles et les attaques de drones, si maintenant ils n'ont plus de système de communication pour gérer donc des opérations complexes comme celles auxquelles on a assisté au mois de septembre, ça veut dire que la coordination des opérations va devenir chaotique et vraisemblablement à terme impossible. On remarquera d'ailleurs que le gouvernement ukrainien a été très redevable à M. Musk d'avoir mis à disposition Starlink, hein, puisqu'on a appris hier soir qu'il était lui aussi maintenant sur la liste des personnes à abattre pour collaboration contre l'État ukrainien, hein. Voilà, ils sont toujours très gentils et très aimables avec leurs anciens collaborateurs, hein. Donc voilà, donc ça peut aussi poser des problèmes et ça explique aussi pourquoi, contrairement à ce qu'on pouvait penser, les Russes n'ont pas fait qu'une journée de frappe, puis ensuite une journée d'assessment ou 2 journées d'assessment des dégâts
pour ensuite voir s'ils allaient frapper, etc. Ça fait 4 jours que ça dure. Je pense qu'aujourd'hui, ça va recommencer. Les cibles ont un peu changé, hein. On reste toujours sur des cibles énergétiques pour éviter que le système ferroviaire reparte. On voit qu'il y a de plus en plus de nœuds ferroviaires qui sont frappés et on voit surtout depuis hier qu'il y a de plus en plus de cibles à caractère militaire qui sont frappées. Tout ça en attendant effectivement que les matériels de l'OTAN arrivent, mais ce sera probablement trop tard parce que les dégâts qui viennent d'être infligés ces 4 derniers jours nous amènent à une possible réparation pas avant le mois de décembre maintenant. C'est-à-dire que là, pour les 6 semaines qui viennent, ça va être très compliqué pour les Ukrainiens de récupérer tout ou partie de ce qui vient d'être détruit, surtout si les frappes se prolongent aujourd'hui. Alors, j'entends le temps que le matériel de l'OTAN arrive, le matériel russe. Alors bon, effectivement, il y a une chaîne YouTube qui montre des trains interminables couverts de matériel récent, moderne, des T-90, etc. Moi, pour utiliser des termes que je ne maîtrise pas très bien, hein, et donc il se passe quelque chose quand même. Hein. Il y a des concentrations de troupes russes, il y a cette montée en ligne du matériel. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme suite maintenant, une fois que le système critique a été abîmé, a été rendu inopérant au moins en partie? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les semaines qui viennent sur le terrain? Il y a 2 choses qui sont possibles. Il y a le fait que les Ukrainiens préparaient vraisemblablement donc une 3e phase de leur offensive multifront, hein, qu'ils ont lancée donc au fin août, début septembre. Ils ont probablement accumulé des stocks de munitions sur leurs arrières et des stocks de vivres, etc., qui leur permettraient de lancer ce 3e coup malgré tout. Hein. C'est-à-dire que sans dépendre des chaînes de logistique en profondeur, avec ce qu'ils ont accumulé sur leur arrière-front, ils doivent être encore capables, soit dans le secteur de Kupiansk, soit dans celui de Melitopol ou Kherson, un des trois, de lancer quelque chose qui pourrait donc être la continuité de leur plan offensif dont on a déjà parlé. Reste à savoir s'ils veulent tenter ce coup-là, avec le risque de ne plus être réapprovisionnés rapidement après ces frappes. Ensuite, s'ils décident de ne pas le faire et de rester sur une situation statique, on va avoir sous 6 semaines, peut-être 8 maximum, un engagement des troupes russes au sol, puisque là, les délais de formation, enfin de mise à jour des réservistes sera terminé, hein, que les matériels seront accumulés en quantité suffisante sur les différents fronts, et que là, sans pouvoir présager de quel front sera choisi par les Russes, parce que là, on est vraiment dans la maskirovka russe à grande échelle, il y a plein de signaux contradictoires sur les différentes options qui sont sur la table, et donc il est impossible de dire ce sera plutôt le secteur de Kupiansk ou de Kharkov, ce sera plutôt dans le Donbass, ce sera plutôt du côté de Zaporozhye ou du côté de Kherson. Les Russes jouent à une espèce de bon taux d'information sur les endroits où ils concentrent leurs unités, qui ne permet pas à l'heure actuelle de pouvoir, sans se lancer dans des paris complètement dérisoires, de dire ça va être à tel endroit qu'ils vont attaquer ou à tel autre. Hein. Ça, pour moi, ça me paraît tout à fait prématuré de s'essayer à le faire. Bon, eh bien, qui vivra verra. Oui. On va voir ce qui se passe, sachant que bon, il y a la question de la saison également hein, qui se pose. Oui, bien Et sûr, puis, il y a bien la sûr. question du rapport de force international, une fois de plus, parce qu'on ne peut pas se limiter au théâtre d'opération ukrainien, même s'il est très important, même s'il y a beaucoup d'affect, même si, effectivement, personne ne peut se réjouir, même s'il est favorable aux intérêts russes de ce qui arrive au peuple ukrainien. Hein, je dois dire que parce que la question des pertes, des coûts hein, qui sont exposés par les Ukrainiens dans leurs offensives, dans cette guerre, ce coût est très élevé hein, et que effectivement, il y a un général américain dont je ne me rappelle plus le nom qui a dit mais écoutez, 66 milliards de dollars, c'est pas cher, c'est un investissement important hein, parce qu'ils font la guerre à la Russie avec les vies des Ukrainiens. Nous, on n'est pas engagés, on n'a pas un soldat sur le terrain, hein, un cynisme absolument étonnant. Donc voilà, on espère que le plus rapidement possible, on va pouvoir sortir de cette situation. Bon, ça impliquerait que nos dirigeants soient conscients du réel tel qu'il est, qu'on sorte de ces espèces de discours qui nous emmènent
nous les Européens, dans le mur. Parce que winter is coming, et je pense qu'il y aurait probablement, si la diplomatie et l'intelligence reprenaient leurs droits, il y aurait moyen de sortir de cette situation. Mais de toute façon, ça c'est ma conviction profonde, depuis le 26 février, quand j'ai vu que la question du déclin de l'Occident était posée avec cet ébranlement métahistorique, je pense que la situation qui sortira de tout ça sera très différente de celle d'avant le 24 février. Voilà. Eh bien, écoutez, C'est ça. merci de votre attention. Je vais atténuer un peu ma petite colère du début parce que bon, certaines informations dataient de ce matin, et puis je trouve qu'il y a quand même des limites d'imposer ça à l'opinion française, ce qui relève finalement d'un mensonge, des mensonges énoncés au profit d'intérêts qui ne sont pas les nôtres. Voilà, je suis et je reste profondément gaulliste de ce point de vue, et je pense que si effectivement on se rappelle ce qu'il disait des États-Unis et de ce que devait faire la France, mais si on se rappelle aussi ce que disait François Mitterrand, la moindre des choses, ce serait de revenir à un patriotisme de base. Voilà. Bah écoutez, à très bientôt, Voilà. et merci Sylvain. À bientôt.